Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui existe que chez les plantes carnivores qui s'appelle le conflit proie pollinisateur. Et en gros, c'est comment elles font les plantes carnivores pour faire le tri entre les insectes qu'elles doivent attirer pour manger et les insectes qu'elles attirent pour la reproduction sexuée, donc pour la pollinisation en fait. Et donc, c'est un peu un dilemme vital parce que les plantes carnivores, elles doivent manger évidemment pour survivre, mais elles doivent aussi se reproduire. Et donc, je vais vous présenter un petit peu tout ça. Vous allez voir, on va faire d'abord 10-15 bonnes minutes d'introduction pour essayer de bien comprendre pourquoi c'est des trucs vraiment importants. Typiquement, le fait, la pollinisation ou même la reproduction sexuée de manière générale, et aussi pourquoi les plantes carnivores, elles ont aussi absolument besoin de manger. Bon, ça, je pense que vous savez déjà, mais on va juste y revenir vite fait. Et après, on va rentrer plus précisément dans ce conflit-là, le conflit proie-pollinisateur. Et puis, je vous parlerai un petit peu de ce que c'est et des stratégies que les plantes ont développées pour éviter de manger leurs pollinisateurs. Donc, comme je vous dis, on va commencer, on va faire une grosse partie sur les bases un petit peu. On va faire un petit peu de biologie, désolé. On va commencer par l'arbre de la vie, l'arbre phylogénétique, on va dire, de la vie. Bon, ça, c'est une représentation un peu caricaturale, mais voilà, vous avez l'idée. On va faire un petit peu d'évolution. Alors, toute la partie en bleu ici, c'est des bactéries. Toute la partie en rouge, c'est des archées. C'est un peu pareil que les bactéries, mais ça vit dans des milieux un peu différents, en gros. Et puis, cette partie-là, ce sont les eucaryotes. Et les eucaryotes, c'est littéralement des organismes avec une cellule ou avec plein de cellules comme nous, qui ont un noyau, qu'on voit ici, avec de l'ADN dedans. Donc nous, on est des eucaryotes parce qu'on a plein de cellules et on a un noyau avec de l'ADN. Et tout à la base de cet arbre hypothétique de la vie, on a le dernier ancêtre commun connu, enfin universel, hypothétique encore une fois, parce qu'on n'est pas sûr qu'il ait vraiment existé, mais normalement oui. Et à partir de là, donc tout a dérivé dans toutes ces formes de vie qui existent et qui sont représentées sur cet arbre. Bon, maintenant, si on regarde un peu plus en détail les choses qui nous intéressent, vous regardez que tout en haut ici, là, à droite, perdu dans un coin, on a les animaux, les champignons et les plantes. Donc nous, on est dans les animaux, hein, évidemment. Et puis, tous les autres trucs, vous imaginez que c'est encore plein d'autres aspects du vivant qu'on connaît finalement pas si bien que ça. Parce que j'imagine quand vous pensez à des organismes quelconques, vous pensez soit à des animaux, soit à des champignons, soit à des plantes. Bref, parlons un peu plus des plantes. Et donc en gros, si on étire cet arbre phylogénétique et qu'on va que dans la branche des plantes, on a un truc qui ressemble en gros, encore une fois, c'est un peu simplifié, hein, mais ça ressemble en gros à ça. Donc ça se lit normalement de gauche à droite, mais là pour la représentation, on peut le lire en gros de haut en bas. Et donc tout ça, c'est plein de types de plantes différentes. On va pas du tout rentrer dans les détails, hein, mais je vais juste vous raconter un petit peu tout ça pour en arriver ensuite à la pollinisation. Donc toute cette partie-là, c'est des algues, c'est les algues bleues, les premières à être apparues sur Terre apparemment. Les algues rouges, et puis ici on a l'invention de la photosynthèse et on a donc les algues vertes qui sont ici. Donc tout ça, c'est des plantes qui sont strictement aquatiques et qui vivent donc dans l'eau. Il y a environ un demi-milliard d'années, à peu près 500 millions d'années, on n'est pas bien sûr de la date exacte, mais par là on va dire, il y a les premières plantes qui sont sorties de l'eau et qui ont commencé à coloniser les continents. Et c'est ce qu'on appelle des bryophytes ou grossièrement des mousses. En vrai, il n'y a pas que des mousses, il y a des trucs un peu compliqués dedans, mais gardez dans la tête que ce sont des mousses. Donc en gros, la sphaigne, c'est une bryophyte. Donc la sphaigne, elle est apparue là-dedans, à ce moment-là. Enfin, les ancêtres de la sphaigne, on va dire. Et donc elles ont des caractéristiques très spéciales, ces plantes. Elles sont évidemment très dépendantes à l'eau, parce qu'elles viennent juste de sortir en fait du milieu aquatique. Elles se reproduisent par des spores, et en fait les spores pour germer, etc., se reproduire, ils ont besoin d'eau aussi. Et en gros, c'est uniquement des plantes de petite taille qui n'ont pas de racines et qui n'ont pas de vaisseau conducteur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elles ont une petite taille. Et d'ailleurs, si vous imaginez la sphaigne, en fait, elle peut pas aller pomper de l'eau plus loin. En fait, c'est juste l'eau qui s'imbibe dans son corps, si vous voulez, mais elle n'a pas de racines à proprement parler. Donc voilà, c'est des plantes un peu bizarres. Mais on a une idée de ce que c'est avec la sphaigne. Ensuite, on a un nouveau type de plante, si vous voulez, qui est apparu petit à petit. C'est ce qu'on appelle grossièrement les fougères, mais en vrai, il n'y a pas que les fougères, mais en gros, il y a les fougères, les prêles, etc. Ça s'appelle les ptéridophytes. Et là, l'invention principale qui est apparue à ce moment-là, c'est justement les vaisseaux conducteurs. Donc en gros, ça a permis de fabriquer des racines, et ça a permis de fabriquer des plantes beaucoup plus grandes, en fait, avec tout un système vasculaire.
Mais ces plantes-là, elles sont toujours très dépendantes à l'eau, et notamment au moment de la reproduction, puisque la reproduction se fait par des spores qui ont besoin d'eau littéralement pour se reproduire, quoi. Donc ça, c'est les fougères. Ensuite, on a une nouvelle branche des plantes qui est apparue, c'est ce qu'on appelle les gymnospermes. Alors moi j'ai mis conifères parce que c'est ce à quoi on pense, enfin tous les conifères font partie des gymnospermes, mais tous les gymnospermes ne sont pas des conifères évidemment. Il y a aussi tous les ginkgos, il y a les cycas, les trucs comme ça. Bon bref, il y a plein de familles un peu différentes. Et en gros là, l'évolution principale de ce groupe de plantes là, c'est l'apparition de la graine. Et ça, c'est un truc de fou, la graine, parce que en fait, ça permet à la plante de se reproduire, de se disséminer, et en gros de germer au moment où les conditions sont favorables. Parce que avant, avec les spores, en gros, les spores, ils étaient produits, ils tombaient, s'il n'y avait pas d'eau, c'était fini, ça mourait. Et là, avec la graine, en fait, la plante peut rentrer dans une phase de diapause, ça s'appelle, donc faire une sorte de pause, et attendre, je sais pas, plusieurs saisons, plusieurs années, avant que les conditions soient idéales pour que la graine puisse germer. Et chez les gymnospermes, on n'a pas de fleurs, toujours pas, on a des cônes. On a des cônes mâles qui produisent du pollen, donc ça c'est aussi l'apparition du pollen en quelque sorte. Et on a des cônes femelles qui contiennent des ovules. Et typiquement chez les conifères, les pommes de pin, c'est les cônes femelles, puisqu'il y a des graines dedans en fait dans les pommes de pin. Mais tous les conifères, ils produisent aussi des cônes mâles au printemps, mais qui sont tout petits et qui tombent en fait une fois qu'ils ont libéré leur pollen. Et donc ces plantes-là ont évidemment une dépendance plus faible à l'eau, et là elles commencent à s'extirper vraiment du milieu aquatique. Et enfin, après toutes ces choses-là, on est passé quand même très très vite, mais vous voyez un peu la diversité qui existe, on a l'apparition des plantes à fleurs. Il n'y a pas très longtemps, alors la date on n'est pas bien sûr encore, ça serait entre 100 et 200 millions d'années. Et en gros, dans ce petit bout de machin ici, tout en bas, là, dans cette toute petite branche ici, on a toutes les plantes à fleurs qu'on appelle angiospermes. Et en gros, bon, je ne vais pas vous dire les caractéristiques, mais il y a pas mal de caractéristiques au niveau de la reproduction, etc. Mais leur caractéristique, on va dire, principale, c'est de faire des fleurs. Et toutes les plantes carnivores, sans exception, sont des plantes à fleurs. Mais aussi plein d'autres plantes auxquelles vous pensez sûrement. Aujourd'hui, les plantes à fleurs, donc ce petit bout de machin ici dans l'arbre phylogénétique de toutes les plantes, ça représente à peu près 90% des espèces végétales connues. Alors je pense que c'est des espèces végétales terrestres. Je pense pas que ce soit des espèces végétales aquatiques, mais bon bref. Et il y a un très joli poster qui est achetable. Vous avez une fleur pour chaque famille de plantes à fleurs qui existe dans le monde. Donc là vous avez toutes les familles de plantes à fleurs représentées. Si vous cherchez bien dans ce poster, vous trouverez des plantes carnivores évidemment. Et du coup, on peut se demander, mais comment ça se fait que des plantes qui soient apparues si récemment par rapport à toutes les autres, elles aient pu dominer à ce point en si peu de temps, écraser complètement toutes les autres espèces en termes de diversité végétale. Et aujourd'hui, il y a vraiment énormément, quasiment toutes les plantes terrestres sont des plantes à fleurs en fait. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe quoi? Eh ben, pour comprendre un petit peu mieux l'idée, il faut regarder les méthodes de reproduction, et notamment de reproduction sexuée. Je vous ai dit, les gymnospermes, elles produisent du pollen. Sauf qu'en fait, les gymnospermes, elles dépendent du vent pour la pollinisation. Donc vous voyez sur ce gif là, ils doivent produire des quantités astronomiques de pollen, parce que dans tout ce qui est produit, le but du jeu, c'est qu'il y ait un grain de pollen qui tombe sur un cône femelle mature d'un autre individu de la même espèce pour qu'il y ait une reproduction croisée. Donc ça fait quand même pas beaucoup de chance si c'est que le vent comme ça qui disperse le pollen. Et en fait c'est pour ça que ces plantes-là elles produisent une quantité astronomique de pollen, c'est pour juste augmenter leur chance d'une pollinisation un peu au hasard comme ça en jetant le pollen dans l'air quoi. Au contraire, si vous regardez chez les plantes à fleurs, alors c'est pas le cas de toutes les plantes à fleurs, il y en a plein qui se pollinisent aussi avec le vent, genre toutes les graminées par exemple. Mais bon bref, on va dire que les plantes à fleurs, elles sont pollinisées par les insectes plutôt. Et en fait, c'est ça qui leur a... c'est une espèce d'invention de fou, parce que du coup elles sont plus obligées de produire une quantité astronomique de pollen pour que
peut-être par hasard, avec une chance incroyable, il y ait un grain de pollen qui tombe pile au bon endroit sur un autre individu, pile mature à ce moment-là, sur un cône femelle, etc. En fait, là, les plantes, elles produisent une fleur. Alors certes, c'est un peu coûteux en énergie parce qu'il faut faire des pétales pour attirer les insectes. C'est le rôle des pétales, hein, c'est d'attirer les insectes. Et puis, il faut produire du nectar pour récompenser les insectes pollinisateurs ou du pollen aussi en quantité s'ils veulent le manger. Mais en gros, en fait, le fait de fabriquer des fleurs, eh ben, ça assure complètement la pollinisation de l'espèce parce que si ce petit bourdon que vous voyez ici, il est attiré par cette fleur et qu'il va butiner les fleurs, bah en fait, juste après, il va aller sur une autre fleur de la même espèce. Donc en fait, vous économisez une quantité de pollen astronomique juste en s'associant en fait quelque part avec les insectes. Et comme ça, tout le monde est content. Les insectes, ils peuvent trouver de la nourriture avec le nectar ou avec le pollen, et les plantes, elles assurent leur reproduction. Donc c'est un truc un peu parfait. Maintenant, on va voir pourquoi c'est si important que ça et pourquoi je vous parle de reproduction, de pollinisation, de reproduction sexuée depuis tout à l'heure. Imaginez deux plantes carnivores ici. Alors là, il y en a une bleue et une rouge, c'est juste qu'elles ont des génomes différents. C'est comme vous et votre voisin, par exemple. Quand ces deux individus se reproduisent, se mélangent, quand il y a pollinisation entre ces deux individus, le génome, il est brassé. Et donc, vous avez, dans la descendance, vous avez une espèce de nuance un petit peu de mélange entre les deux parents. Donc là, j'ai fait 5 exemples. En gros, ça donne des trucs un peu intermédiaires entre les deux parents. Normalement, c'est à peu près comme ça que ça se passe. Et ça permet d'avoir une espèce de diversité génétique incroyable, parce que vous voyez qu'avec deux individus, un bleu et un rouge, on peut faire plein de trucs un peu différents en bas. Et en plus donc de ces individus qui sont un peu similaires, on va dire, aux parents, on a des fois des mutations génétiques qui arrivent. Vous voyez, la couleur verte n'était pas présente ici, mais elle est apparue au cours de la reproduction sexuée. Et une mutation ici blanche, par exemple. Ça arrive que dans la reproduction sexuée. Ça n'arrive pas quand les plantes se clonent, par exemple. Et donc ça, c'est aussi super important. Pourquoi ? Ça vous fait une diversité génétique, je vous ai dit, très importante au sein des populations. Et par exemple, imaginez qu'il y ait une perturbation qui se passe, je sais pas, une sécheresse horrible, et en fait, ça tue la majorité de toutes les plantes. Bah, en fait, si vous avez une diversité génétique assez importante, vous allez avoir quelques plantes qui vont pouvoir survivre. Vous voyez, donc là, typiquement, tous les génomes bleus, violets, etc. sont morts, mais vous avez un génome ici qui a survécu, un noir, et un autre génome ici qui a survécu, issu d'une mutation, un blanc. Et en fait, grâce à ça, l'espèce va pouvoir s'adapter et va pouvoir évoluer. Ah, attendez, mon truc ne marche plus. Ah, oui. Voilà. Et en gros, recoloniser ensuite la population, mais uniquement avec le génome qui permet de survivre aux perturbations, par exemple de survivre aux sécheresses. Et après, en gros, l'évolution continue, il y a toujours de la reproduction sexuée, vous avez des nouveaux variants qui apparaissent un peu tout le temps, et il y a de nouveau des perturbations, et en gros, toutes les plantes, tous les individus qui sont pas bien adaptés disparaissent. Et du coup, bah, c'est ce qui permet en fait la sélection naturelle des individus les plus intéressants, et donc de la génétique la plus intéressante, et donc de faire évoluer les espèces. Donc c'est super important pour l'évolution des espèces. Maintenant, chez les plantes carnivores, on sait aussi qu'il y a cette histoire de la carnivorie. Et pourquoi la carnivorie, c'est important chez les plantes carnivores ? Bon, imaginez ici, je vous ai mis plein d'espèces de plantes différentes qui cohabitent dans un même milieu, disons les tourbières par exemple, un milieu qui est pauvre en nutriments, il n'y a pas beaucoup à manger dans le sol et tout, mais bon, il y a plein de petites espèces là qui arrivent à pousser quand même. Donc toutes ces espèces-là, elles arrivent à pousser, mais elles sont toutes en compétition entre elles pour accéder aux ressources. C'est-à-dire que l'espèce qui va réussir à choper le plus de nutriments, eh ben, elle va pousser plus vite. Ou celle qui arrive à choper le plus de soleil, ou d'eau, ou d'espace, ou peu importe, non ? Et du coup, par exemple, pour vous illustrer l'avantage de la carnivorie, imaginez que cette petite fleur ici bleue qui a rien de particulier se mette soudainement à manger des insectes qui sont dans l'air, quoi. En fait, ça lui donne un avantage énorme en termes de nutriments, parce que toutes les autres espèces que vous voyez autour, bah, elles cherchent les nutriments dans leurs racines. Et en fait, le milieu, il n'a pas beaucoup de nutriments de base, quoi. Donc c'est un peu compliqué, il faut faire des grandes racines, il faut aller chercher loin, bon bref, c'est un peu le bazar.
Mais s'il y a des plantes qui arrivent à choper les nutriments par les insectes qui sont dans l'air, ça leur donne un avantage incroyable pour l'accès aux nutriments justement, et notamment à l'azote et au phosphore par exemple. Et donc, ces espèces-là, elles vont être plus compétitives, et donc elles vont pouvoir s'implanter dans ces milieux-là, et puis pouvoir survivre comme ça au quotidien, se multiplier, etc. dans les milieux naturels, parce qu'elles sont plus compétitives en étant carnivores. Donc en gros, si vous avez compris un petit peu ce que je viens de dire, la carnivorie et la reproduction sexuée, ça correspond grossièrement pour les plantes carnivores à la survie dans leur milieu naturel et à leur évolution. Puisque la carnivorie, ça leur permet de survivre et d'être compétitive dans un milieu pauvre, et la reproduction sexuée, ça leur permet d'évoluer avec la sélection naturelle, etc. Je vous ai représenté ici, là, en gros, dans leur milieu, quand elles arrivent à survivre ici, les plantes, eh ben, elles peuvent se multiplier, de faire de la reproduction sexuée, de la pollinisation croisée, et donc on a des nouveaux variants qui apparaissent tout le temps et qui s'adaptent, etc. en continu. Vous voyez que c'est un peu deux facettes d'une même pièce, quoi, quelque part. Sauf que le petit souci qu'on a ici, c'est que à la fois la carnivorie et à la fois la reproduction sexuée sont assurées par des insectes. Et ça pose quand même un petit souci. Puisque si la plante, elle se met à attirer des insectes uniquement pour la pollinisation croisée, donc et pour la reproduction sexuée, très bien, elle peut évoluer. Par contre, si elle n'a pas de carnivorie, on a vu qu'elle n'allait pas être compétitive et qu'elle n'allait pas pouvoir s'implanter et survivre dans le milieu dans lequel elle est. Donc en fait, elle ne va pas pouvoir évoluer. Maintenant, si elle attire les insectes uniquement pour manger et pas pour la reproduction sexuée, bah, elle peut survivre dans le milieu. Par contre, il n'y a aucune chance qu'elle arrive à s'adapter par exemple au changement climatique ou au changement de conditions environnementales. Et donc, bah, ça fait que la plante, elle va aussi s'éteindre à moyen terme, quoi, ou à long terme. Et du coup, la grande question à laquelle on va répondre, c'est comment font les plantes carnivores pour ne pas confondre les proies et les pollinisateurs, ou en gros, comment elles font pour pas manger les pollinisateurs, et donc assurer à la fois la pollinisation et la reproduction sexuée, l'évolution, la sélection naturelle, tout ça, et à la fois la carnivorie, et donc la survie et la compétitivité dans son milieu naturel. Bon, après cette introduction un petit peu horrible, on va passer quand même au vif du sujet, et on va parler donc du conflit proie-pollinisateur. Mais je trouvais que c'était intéressant de remettre ça un peu dans un contexte évolutif un peu plus large, de biologie, etc. Donc là, ici, cette photo, c'est une photo que j'ai prise dans mon jardin, et vous voyez ici, c'est une petite abeille. J'ai une vidéo que je vous montrerai un peu plus tard. C'est une abeille, comment on dit, charpentière, les grosses abeilles noires là, qui pollinisent une fleur de Sarracenia et qui ne va pas se faire manger par les pièges derrière. Donc le conflit proie-pollinisateur doit remplir 3 conditions pour exister. Parce que vous allez voir qu'en fait, c'est pas le cas de toutes les plantes carnivores, et toutes les plantes carnivores sont pas concernées par ce conflit proie-pollinisateur. Je vais vous montrer des contre-exemples tout de suite après. En gros, les 3 conditions, c'est qu'il faut qu'il y ait une dépendance aux insectes pour la pollinisation. Il faut que les pollinisateurs et les proies vivent dans le même milieu. Par exemple, que ce soit des insectes volants. Voilà. Et les pollinisateurs et les proies doivent être une ressource limitée, parce que évidemment, s'il y avait à l'infini de pollinisateurs et de proies, il n'y aurait pas de conflit en fait. Les plantes carnivores, elles pourraient manger tous les insectes qu'elles veulent, et puis il y en aurait toujours qui reviendraient de toute façon pour polliniser, donc ça ne serait pas un problème. Et du coup, je vous ai dit, toutes les plantes carnivores, elles ne remplissent pas ces conditions. Donc il y a certaines plantes carnivores qui ne sont pas sujettes à ce conflit proie-pollinisateur. Tout d'abord, je vous ai dit que la première condition, c'était la dépendance aux insectes pour la pollinisation. Et bien, en fait, vous le savez peut-être, mais il y a certains Drosera qui sont auto-fertiles. Donc en fait, ça veut dire que littéralement, elles n'ont pas besoin d'insectes pour la pollinisation. En fait, elles s'auto-pollinisent. D'ailleurs, vous pouvez remarquer juste un petit indice si vous voulez savoir quelle espèce s'auto-pollinise. Généralement, c'est pas tout le temps vrai, mais généralement, les plantes carnivores qui ont des fleurs un peu petites, discrètes, comme ça, pas très grandes et qui s'ouvrent pas longtemps, généralement, c'est des plantes qui, en gros, économisent l'énergie de la création de pétales super développés ou de couleurs ou d'odeurs, parce qu'en fait, elle s'en fiche un petit peu vu qu'elle s'auto-pollinise. Donc, elle n'a pas besoin spécialement d'attirer des insectes pour la pollinisation.
Donc, en fait, c'est super d'être auto-fertile parce que du coup, bah, les plantes, elles peuvent capturer tous les insectes qu'elles veulent, donc il n'y a pas trop de soucis. Le problème, et on l'a vu, c'est qu'il n'y a pas de brassage génétique, il n'y a pas de pollinisation croisée, il n'y a pas vraiment d'évolution. Donc c'est un petit peu embêtant. Oups. Alors, ici, cette photo que j'ai prise pour illustrer ça, c'est Drosera rotendifolia. C'est pas tout à fait... Alors, moi, je vous dis les arguments que j'ai vus un petit peu et que j'ai lus à droite à gauche. Je pense que c'est pas tout à fait vrai. Parce que en fait, on sait très bien qu'il existe des hybrides, par exemple, entre Drosera rotendifolia et d'autres espèces, genre Longifolia ou Intermedia, par exemple, ou Spatulata, Filiformis, etc. Donc en fait, c'est pas tellement qu'elles n'ont pas de pollinisation croisée. Elles peuvent quand même se reproduire par pollinisation croisée de temps en temps, et ça doit arriver obligatoirement. C'est juste qu'en fait, je pense, elles assurent leur dissémination dans le milieu via les graines qu'elles produisent. Et c'est pour ça qu'elles font du coup qu'elles sont auto-fertiles et qu'elles s'auto-pollinisent par défaut, si vous voulez. Par contre, ça veut pas dire que de temps en temps, il n'y a pas quand même une bestiole qui doit se poser sur la fleur, un peu peut-être par hasard ou je sais pas, tu vois. Et que il y ait quand même une pollinisation croisée et que donc l'évolution quand même avance pour ces espèces-là. C'est juste que c'est pas aussi rapide que ça pourrait l'être. Si vous voulez, ce type de Drosera, ça fleurit tous les ans. Et peut-être que, je sais pas, juste une année sur 10 ou 15 ou 20, c'est un peu abusé, mais bon, peut-être, on ne sait pas, et bah, il y a une fleur qui a une pollinisation croisée à ce moment-là, et du coup, ça brasse les gènes une fois tous les 10, je sais pas, 15 ou 20 ans. Alors, ça a l'air pas beaucoup comme ça, mais en fait, nous, les humains, c'est un peu la même chose aussi, hein. Euh, je veux dire, on se reproduit pas tous les ans, donc en fait, même si on n'a qu'une reproduction croisée comme ça une fois tous les décennies ou tous les demi-siècles, ça suffit quand même à l'espèce pour évoluer ou s'adapter à son environnement, etc. Pour peu que les changements soient pas trop brutaux, quoi. Bref, du coup, pour moi, c'est un peu je une me chose- permets de t'interrompre 15 Ouais, secondes. vas-y, Il vas-y. y a Coty qui dit en gros, pour ces espèces-là, on peut les croiser nous-mêmes. C'est une question. Ouais, ouais. Oui, oui, complètement, ouais. Oui, Voilà. oui, tu peux Merci. les croiser toi-même, tu peux faire des hybrides avec ces espèces, et c'est pas en gros que ça marche pas, quoi. C'est juste que, par défaut, elles vont s'auto-polliniser pour assurer la création de graines. Bref. Ok. Du coup, bon, c'est pas une vraie... c'est pas, elles sont pas vraiment en dehors du conflit proie-pollinisateur, et d'ailleurs, on va reparler des Drosera rustiques un peu plus tard. Ensuite, la deuxième condition, je vous ai dit, c'était que les pollinisateurs et les proies vivent dans le même milieu. Et du coup, est-ce que vous avez une idée de quel genre de plantes carnivores pourrait avoir des proies dans un type de milieu et des pollinisateurs dans un autre type de milieu? Alors en vrai, faut y penser, mais vous allez voir que c'est absolument logique et qu'il n'y a pas du tout de possibilité même de manger ces pollinisateurs pour ces plantes-là. Alors je vois les Sarracenia, les plantes aquatiques, oui, c'est ça, aquatiques. C'est justement les Utricularia ou Ouais. aquatiques ou les Genlisea. Typiquement sur cette photo là de Utricularia australis, vous avez la fleur qui est ici en dehors de l'eau et qui du coup se fait polliniser par des insectes volants. Et en fait les pièges qui sont sous l'eau et qui vont capturer des petites bestioles aquatiques. Et donc là, bah il n'y a pas de risque possible de manger ces pollinisateurs en fait. C'est dans deux milieux différents. Donc pour ces plantes-là, il n'y a pas de conflit entre proies et pollinisateurs. Ça, c'est des plantes qui ne sont pas concernées par ce genre de truc-là. Il y a d'autres Et propositions là. Il y a du NEP pour Laurent. exactement, Laurent, c'est très bien, très intelligent. Justement, les Nepenthes aussi. Alors là, c'est pas tout à fait le fait que les pollinisateurs et les proies soient pas dans le même milieu, mais plutôt que les pollinisateurs et les proies soient pas les mêmes organismes du tout, quoi. Typiquement pour Nepenthes ampularia, bah, en fait, elle va manger des feuilles qui tombent de la canopée des arbres. Donc, bah, si elle mange des feuilles, elle va pas manger ses pollinisateurs. Donc, comme ça, on l'exclut directement du conflit, quoi. Et puis, il y a aussi toutes les Nepenthes qui dépendent, vous savez, des excréments de petits mammifères pour trouver leur azote ou leur phosphore, etc. Bah, c'est pareil, en fait, les pièges, ils sont faits pour récupérer des excréments de mammifères, donc ils risquent pas vraiment de... Enfin, en gros, ces plantes-là ne capturent pas des insectes volants ou potentiellement des pollinisateurs. Donc ces plantes-là sont exclues aussi du conflit proie-pollinisateur. Et je vois sur le chat, les Genlisea, c'est pareil, hein, ça fait des espèces de racines. Alors c'est pas des racines, c'est des feuilles modifiées, mais qui vont capturer des plantes, enfin des insectes, des arthropodes aquatiques.
alors que les fleurs sont dans l'air et donc sont potentiellement pollinisées par des bestioles volantes, quoi. Et enfin, la troisième condition, les pollinisateurs et les proies doivent être une ressource limitée. Alors, il n'y a pas un endroit sur la planète où les pollinisateurs et les proies ne sont pas des ressources limitées. Sauf que, il semblerait que chez Roridula gorgonias, en fait, la pollinisation soit assurée par les punaises symbiotiques qui vivent du coup sur la plante. Donc en fait, ça annule aussi un petit peu, en quelque sorte, le conflit proie-pollinisateur, parce que la plante, elle peut capturer tous les insectes qu'elle veut. Déjà, c'est pour nourrir les punaises. Les punaises, elles mangent les petites bestioles, et il semblerait que ce soit ces punaises qui montent après vers les fleurs pour assurer la pollinisation. Alors, moi, j'ai un peu des doutes sur ce truc-là. Je sais pas ce que vous en pensez, s'il y a des gens qui ont des infos là-dessus. Je suis pas très sûr du délire, parce que déjà, quand on voit la tête des fleurs de Roridula, ça a quand même l'air d'être pollinisé par des bestioles volantes. Je pense qu'elles s'embêteraient pas à faire des fleurs un peu loin comme ça, des feuilles, si c'était vraiment pollinisé par les punaises. Et en plus de ça, ça serait très compliqué pour la pollinisation croisée entre deux populations qui sont, je sais pas, à quelques kilomètres l'une de l'autre, qui est en vrai quelque chose d'assez proche pour des insectes volants. Mais par contre, pour des punaises, s'il faut qu'elles y aillent à pied avec leurs petites pattes, je pense qu'on n'aurait pas du tout de pollinisation croisée comme ça entre les populations. Donc je sais pas, peut-être c'est un mélange aussi des deux, vous savez, tout est toujours un peu une nuance de gris dans ce genre de truc-là. Donc peut-être que c'est un peu comme les Drosera rustiques, où par défaut la punaise elle va aller polliniser la fleur, mais que quand même elle essaye de faire de la pollinisation croisée, et puis ça doit arriver une fois de temps en temps, et ça doit suffire pour pouvoir maintenir une espèce de diversité génétique et maintenir l'adaptation et l'évolution de l'espèce. Donc voilà, je sais pas si vous avez plus d'infos là-dessus, moi ça me paraît un peu tiré par les cheveux, mais ça doit sûrement être vrai jusqu'à une certaine, jusqu'à un certain niveau, quoi. Bon, maintenant passons aux plantes qui ont vraiment un conflit entre les proies et les pollinisateurs. Punaise, après tout ce temps, on va enfin rentrer dans le vif du sujet. En gros, il existe trois grandes... Donc ça, c'est des plantes qui ont des pollinisateurs et des proies qui sont dans le même milieu, qui sont le même type d'insectes, etc., hein. Donc là, il y a un vrai conflit, il y a un vrai problème, et il faut vraiment trouver des stratégies pour éviter de bouffer les pollinisateurs, parce que sinon, c'est une catastrophe, quoi. Donc il existe trois grandes stratégies chez les plantes carnivores pour réduire la probabilité de manger ces pollinisateurs. La première grande stratégie, c'est la séparation spatiale. En gros, l'idée, c'est d'éloigner les fleurs des pièges. Alors par exemple, chez Cephalotus, là je vous ai mis une photo, je sais pas si vous avez déjà vu, j'avais pas de photo de fleurs de Cephalotus, mais vous pouvez googler ça si vous voulez. En gros, les fleurs de Cephalotus sont super hautes. Elles font, je sais pas, 30 ou 40 cm de hauteur. Et les pièges sont plaqués au sol. Et donc en fait, là, c'est clairement... les fleurs sont faites pour attirer des pollinisateurs qui soient des insectes volants, qui volent à plus de 30 ou 40 cm de hauteur. Et les pièges sont faits pour capturer plutôt, même la structure des pièges, hein, sont faits pour capturer plutôt des insectes terrestres, rampants, ou qui marchent sur le sol, quoi. Comme des fourmis, des trucs comme ça. C'est pour ça qu'il y a ces espèces de petites dents recourbées vers l'intérieur. Là, c'est pour faire tomber des petits insectes qui marchent dessus, quoi. Donc ça, c'est une bonne stratégie pour éviter de bouffer ces pollinisateurs. Mais de manière plus générale, en fait, éloigner les fleurs des pièges, il y a plein de plantes carnivores qui le font. Et typiquement, les Drosera, c'est un truc assez flagrant. Vous voyez ici, par exemple, c'est un Drosera binata multifida, mais une espèce de forme qui reste petite comme ça, un peu compacte. Vous voyez que la zone en fait mortelle pour les insectes, elle est par ici, et puis vous voyez qu'elle pousse pour aller faire des fleurs qui soient vachement plus hautes que les pièges, pour éviter de bouffer les pollinisateurs une fois de plus, et donc réserver cette partie-là pour les insectes qu'elle veut attirer pour sa reproduction, et cette partie-là pour les insectes qu'elle veut attirer pour les bouffer. C'est un peu pareil pour Drosera filiformis ici. Vous avez vu là, il y a plein les feuilles sont assez hautes, mais voilà, elles s'arrêtent à peu près à mi-hauteur des fleurs, hein. Si vous voyez celle-là qui est beaucoup plus haute que les autres, que les feuilles. Bon, la perspective est un peu bizarre, mais en gros, c'est ça. Et ben là, c'est pareil, c'est pour éviter de bouffer ces pollinisateurs. Pourtant, ce type de Drosera là, avec ce type de piège là,
elles sont vraiment calibrées pour pouvoir attraper des insectes volants. Et les pollinisateurs sont des insectes volants aussi. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué, hein. Quand la drosera elle est comme ça, avec les feuilles érigées dans les airs, qui couvrent une grande surface, en mode papier tue-mouche comme ça, c'est vraiment pour capturer tous les petits insectes qui passent par là en volant, quoi. C'est pas pour capturer des fourmis, quoi. Voilà. On a aussi les pinguicula qui sont sujettes qui ont cette stratégie de séparation spatiale. Là, par exemple, c'est une photo qui a été prise dans les Alpes au mois de mai quand les pinguicula alpina se réveillent. Donc, vous voyez, vous avez encore l'herbe qui est toute morte ici. Les feuilles de la pinguicula, là, on en voit juste une petite dépassée ici, un petit bout dépassé, mais elles sont encore carrément sous les herbes mortes, quoi, de l'hiver. Et en fait, les fleurs arrivent à percer comme ça cette couche d'herbe morte pour vraiment s'éloigner au maximum des pièges. Et là, on voit très bien que là, c'est typiquement des fleurs qui sont pollinisées par des types d'abeilles, des choses comme ça. Alors que les pièges qui sont sous l'espèce de couche de feuilles plaquées au sol vont plutôt capturer des petits insectes rampants ou, vous savez, qui sautent un peu au sol, des choses comme ça. Et évidemment, c'est le cas chez la Dionée où on a les fleurs qui sont situées très loin des pièges, encore une fois, pour éviter de bouffer ces pollinisateurs. Et il semblerait d'ailleurs que les fleurs soient beaucoup plus visitées par les insectes volants qu'on en trouve dans les pièges de la Dionée. Alors c'est un peu bizarre parce qu'on pourrait penser qu'elle capture que des mouches, parce qu'on les appelle Dionée attrape-mouches, par exemple. Mais en fait, elle peut capturer plein d'autres bestioles, hein, plein de, je sais pas, des petits scolopendres, des petites araignées, des choses comme ça qui marchent aussi au sol, alors que les fleurs sont uniquement visitées par des insectes volants. Voilà, et puis il y a aussi les Helianthora, j'avais pas de photo, mais j'en ai dans mon terrarium derrière, j'aurais dû vous en sortir une. Les fleurs des Helianthora sont vraiment beaucoup plus grandes que les pièges, et encore une fois, c'est pour éviter de manger ces pollinisateurs. Bon, ça c'était la première stratégie, la séparation spatiale. La deuxième stratégie, c'est la séparation temporelle. Donc là, l'idée, c'est de, en gros, faire d'abord des fleurs et ensuite des pièges. Comme ça, vous pouvez mettre toute votre énergie dans la production de fleurs et ensuite pour attirer donc des pollinisateurs, et ensuite toute votre énergie dans la production de pièges pour croûter tout ce qui passe. Bon, ça, je pense que vous aviez deviné, mais c'est surtout le cas chez les Sarracenia et chez les Darlingtonia. Là, par exemple, c'est une photo que j'ai prise dans ma serre. Vous voyez qu'on a toutes les fleurs jaunes. Là. Les fleurs jaunes, c'est les fleurs de Sarracenia flava, Sarracenia alata, etc. Donc, qui fleurissent assez tôt dans la saison. Vous voyez que toutes les fleurs sont ouvertes, elles sont même un peu sur la fin, alors que les pièges, on les voit ici, ils sont pas du tout encore formés. Donc ça, c'est une technique pour justement, encore une fois, mettre toute son énergie dans l'attraction des pollinisateurs d'abord. Et une fois que la fleur est fanée et qu'elle est pollinisée et que les graines commencent à être en formation, enfin les fruits, et à ce moment-là, la plante, elle va faire ouvrir ses pièges et à ce moment-là, elle va pouvoir bouffer tous les insectes qui passent. Alors, c'est pas une stratégie totalement parfaite parce que vous voyez, en gros, dans le milieu naturel, vous n'allez pas avoir toutes les flavas qui vont s'ouvrir le même jour, qui vont se fermer le même jour, et puis tous les pièges qui vont arriver exactement une semaine après, par exemple. Il y a tout un espèce de dégradé en fonction de la génétique, en fonction des microclimats, en fonction de plein de trucs. Donc, en gros, c'est pas une technique vraiment suffisante pour complètement éviter de manger ces pollinisateurs, mais quand même, ça fait partie des stratégies, quoi. Et donc, c'est pareil pour les Darlingtonia qui fleurissent d'abord au printemps et ensuite elles produisent des pièges. Est-ce que vous avez une idée de quelle pourrait être la dernière technique, la dernière séparation qui existe pour éviter de manger ces pollinisateurs? Là, on a fait séparation spatiale, séparation temporelle. Spatiale, temporelle, moi j'ai du mal à trouver une troisième option. Hein. Eh bien, c'est là. Question. Ah merde, pardon, j'avais pas fini. Ah. Oui, alors. La slide de trop. Vas-y. Ouais, en plus, c'est un truc un peu bancal, mais en vrai, c'est intéressant. Du coup, je vous avais dit d'abord faire. Mais réfléchissez pour la question d'après. Yeah. Du coup, je vous disais faire d'abord des fleurs et ensuite des pièges, mais il y a certaines plantes qui font d'abord les pièges et ensuite les fleurs, et il semblerait que ça participe justement à éviter de bouffer ces pollinisateurs une nouvelle fois. Et c'est typiquement le cas des Drosera rustiques.
par exemple de Drosera rotanifolia ici. Si vous cultivez des Drosera rustiques type rotanifolia, longifolia, filiformis, etc., vous avez sûrement remarqué que elles produisent des pièges avec beaucoup de glu, vraiment très mortels, on va dire, pour les insectes, surtout en je sais pas, avril, mai, juin, jusqu'au tout début de l'été. Et en fait, après, pendant l'été, quand il fait vraiment plus chaud, il y a plus d'évapotranspiration, il y a un peu moins d'eau et tout, il fait plus sec, et donc elles ont plus de mal à maintenir des belles gouttelettes de glu, et donc à avoir des pièges très efficaces. Et comme par hasard, c'est pile le moment qu'elles choisissent en fait pour faire des fleurs. Et ben, il y a des gens qui suggèrent que en fait, ça serait un peu fait exprès, parce qu'elles pourraient très bien fleurir au printemps, comme plein d'autres plantes. L'idée, ça serait de pouvoir en fait profiter au maximum d'avoir que des pièges pour capturer toutes les bestioles possibles au début de l'année. Et ensuite, avant que ce soit trop tard dans l'année, parce que si elles font leurs fleurs en octobre, elles n'auront pas le temps de faire des fruits, des graines avant qu'il fasse trop froid, quoi. Ça n'aura pas le temps de maturer. Et ben, pile au bon moment, une fois que les pièges ont déjà bien travaillé pendant 3 mois, quoi, et ben, elles font leurs fleurs pour avoir quand même suffisamment de temps pour fructifier et faire des graines, et en même temps éviter de trop bouffer les pollinisateurs, parce que de toute façon, les pièges sont plus aussi efficaces qu'au printemps. Donc elle se gave une bonne Voilà. fois et puis après elle se reproduit, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, après, encore une fois, c'est pas binaire, hein, mais dans Oui, oui, l'idée, ça marche un peu comme ça, parce qu'elles pourraient très bien Ok. fleurir au printemps, mais elles le font pas, quoi. Donc il y a un espèce de truc, voilà. Ça peut être une Ok. des explications. Et du coup, j'espère que cette fois c'est la bonne. La Alors, il y a dernière eu, séparation. il y a eu des options. Il y a eu des options sur la taille, il y a eu des options avec la couleur. Eh ben c'est ça, ouais. C'est en gros une séparation sensorielle de manière générale. Et en fait, ça cache plusieurs choses. On a effectivement des couleurs ou des motifs différents au niveau des fleurs ou au niveau des feuilles, justement, pour pouvoir attirer des insectes différents. Et ça, je trouve que c'est très bien illustré avec les Drosera miniatures qui font leurs gemmes en ce moment-là. En fait, elles font souvent des fleurs qui sont très grosses en comparaison à leurs rosettes, qui font parfois la taille de toute la rosette de la plante, et souvent très colorées. Il y en a des blanches, des oranges, des jaunes, avec des motifs noirs, etc. dessus. Et sûrement qu'en lumière ultraviolette, ça doit donner des trucs encore plus incroyables que nous, on voit pas, mais que les pollinisateurs voient. Et en fait, bah là, c'est pour signaler des choses différentes aux insectes qui passent par là. Typiquement, là, ces fleurs comme ça, c'est vraiment un signal pour les pollinisateurs pour dire eh oh, venez ici, regardez, c'est super beau, il y a des trucs à manger ici, venez, c'est intéressant. Après, je pense pas qu'elles capturent trop d'insectes volants de toute façon, elles doivent capturer plutôt des insectes terrestres, rampants, ou voilà, qui font des petits sauts comme ça par terre. Mais voilà, en gros, les feuilles, elles sont plutôt rouges, vertes, alors que les fleurs sont beaucoup plus bariolées, beaucoup plus colorées, etc. Et ça permet d'attirer, voilà, de signaler des choses différentes et d'attirer des choses différentes pour les pollinisateurs et pour les proies. Il y a Axus qui a ajouté un truc sur. Alors, ce sera peut-être dans ta slide d'après, mais le fait qu'elle soit carnivore qu'à certains moments. Alors là, je pense que tu fais référence au Triphyophyllum. Je crois que c'est la seule plante carnivore qui est carnivore juste à certains moments. Ok. Mais peut-être que je me trompe. Dites-moi si vous avez d'autres On va voir ce exemples. qu'il nous dit. Il dit je sais Ouais, plus, j'ai c'est entendu ça, donc c'est pas dit qu'on ait l'info, mais. Ouais, mais en gros, le Triphyophyllum, c'est plus. Elle est plus sur le spectre de la carnivorie parce qu'elle va faire ses feuilles carnivores uniquement si elle commence à être en manque de certains nutriments. Et Ouais, sinon, oui, le tu reste nous du en avais temps, parlé, elle c'est ça, s'embête je me pas. souviens. Elle s'embête pas à faire des feuilles carnivores, donc c'est encore un peu différent. Mais de toute façon, vous voyez, Bon, c'était un peu ce que je voulais dire dans ma conclusion, mais il y a toujours on essaie toujours de ranger les trucs dans des boîtes, et en fait, ça marche jamais vraiment, hein. C'est tout un espèce de dégradé de nuances de trucs, quoi. Et dans la séparation, du coup, sensorielle, il y a aussi des odeurs différentes entre les feuilles et les fleurs. Et ça, typiquement, c'est le cas chez Sarracenia.
qui ont des fleurs. Alors si vous avez une petite collection de Sarracenia dans un milieu fermé, en avril, là, quand toutes les fleurs sont ouvertes, vous avez déjà senti cette odeur un peu acide. Alors pas toutes les fleurs ont cette odeur-là, mais quand même c'est un peu un pattern qui revient, quoi. Une espèce d'odeur un peu, on dit, de pipi de chat, quoi. Ouais, un peu acide. Alors que si vous sentez le nectar des pièges de Sarracenia, là, qui est situé ici à l'entrée, à l'ouverture des pièges, là, c'est hyper sucré, quoi. Enfin, on dirait un fruit ou un bonbon, un truc, ou du, ouais, je sais pas, je vois du miel, ouais, c'est ça, du miel, quelque chose de vraiment très 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 sucré. Et ben là, encore une fois, ça participe à éviter de manger ces pollinisateurs, parce que du coup, on va faire des signaux sensoriels, des odeurs différentes au niveau des fleurs et au niveau des pièges. Et d'ailleurs, petit fun fact, il semblerait qu'au début, les Sarracenia, elles attirent un peu n'importe quel insecte avec cette odeur très sucrée, etc. Plutôt des insectes, on va dire, qui mangeraient des fruits ou des choses, genre comme des guêpes, par exemple, ce type d'insectes-là. Et en fait, une fois que les premiers insectes ont été capturés par la feuille, par le piège, vu qu'ils commencent à pourrir à l'intérieur et vu la forme du piège, en fait, ça permet d'émettre les odeurs comme ça de putréfaction dans l'environnement. Et en fait, à partir de là, les insectes qui sont attirés changent au cours de la vie du coup du piège. Et elles vont plutôt attirer des insectes, on va dire, charognards, comme des mouches, voilà, ce genre de trucs-là. Et donc, en fait, même au sein, on va dire, de la même plante ou du même piège, au cours du temps, ça peut varier les types d'insectes qui sont attirés en fonction, voilà, de la chimie, on va dire, du bazar, quoi. Bref, c'est super intéressant. Et j'avais une petite vidéo, alors je sais pas si je vais réussir à la lire sans tout casser, mon partage d'écran. Attendez, j'arrive pas à couper Voilà, le c'est son. bon. Hop. Donc ça, c'est une vidéo que j'ai prise il y a quelques années où on voit encore une fois cette abeille charpentière là. Vous savez, c'est les grosses abeilles un peu noires, bleues, irisées là, Bleu qui et font noir, un bruit ouais. de fou quand ils vous passent à côté, qui vivent dans le bois, qui font des trous dans le bois, qui typiquement va polliniser là complètement une fleur de Sarracenia leucophila. Et vous voyez un peu derrière, il y a des pièges qui sont ouverts, mais ça l'intéresse pas du tout, quoi. Elle va uniquement aller sur les fleurs. Et là, typiquement, c'est les signaux olfactifs ou visuels qui lui permettent d'être attiré par les fleurs et d'assurer la pollinisation, alors que les Sarracenia poussent pas du tout en France, hein. Ça, du coup, ça a été pris chez moi en France. Mais quand même, ça fonctionne, donc ça veut bien dire que voilà, les fleurs et les pièges attirent quand même des grandes familles d'insectes différentes. Et les abeilles charpentières, c'est des abeilles, c'est des sortes de bourdons, donc elles sont habituées à la pollinisation, quoi. Bref, j'en ai fini avec le sujet principal. Je voulais juste, pour terminer, apporter quelques limites et quelques petites contradictions à tout ce que je viens de vous présenter. Bon, que j'ai déjà disséminé un petit peu à droite à gauche. En gros, comme je vous ai dit, on essaye de ranger les trucs dans des boîtes, mais c'est pas tout le temps comme ça, et toutes les choses sont un peu un espèce de dégradé de plusieurs stratégies à différents niveaux, etc. Et en gros, ces techniques-là que je vous ai présentées, donc la séparation spatiale, temporelle et sensorielle, c'est des techniques qui sont souvent employées plus ou moins ensemble et à des degrés différents. Et je trouve que cette photo, elle illustre bien ce truc-là. Ça, c'est un hybride de Sarracenia avec Leucophila, en gros. Ça, c'est les pièges de printemps qui font à peu près cette hauteur-là, et les fleurs font cette hauteur-là. Ça, c'est les pièges d'automne qui sont plus grands, mais bon, imaginez qu'on ne voit pas les pièges d'automne. En gros, les Sarracenia, je vous ai dit, elles produisent des odeurs différentes au niveau des pièges et au niveau des fleurs. Je vous ai dit aussi qu'elles faisaient de la séparation temporelle, puisqu'elles font d'abord les fleurs et ensuite les pièges, et en plus de tout ça, elles font quand même des fleurs plus hautes que les pièges. Donc vous voyez bien que toutes les conditions sont plus ou moins réunies pour éviter au maximum de bouffer les pollinisateurs. Et parce que chaque Sarracenia, évidemment, n'est pas toute seule dans son milieu naturel. Il y en a plein d'autres les unes à côté des autres, comme je vous ai dit. Et elles ne vont pas toutes faire des fleurs en même temps, faire des pièges en même temps. Donc l'idée, c'est quand même de mettre toutes les chances de son côté. Et donc voilà, elles utilisent un petit peu toutes les techniques en même temps, parce que si elles bouffaient leurs pollinisateurs, ça serait un peu se tirer une balle dans le pied pour son évolution. En revanche, il y a
Juste un dernier truc que je trouve intéressant, c'est que toutes ces techniques-là que je vous ai présentées, en fait, elles sont toutes imparfaites, puisqu'il y a toujours quand même des pollinisateurs qui se font bouffer par les plantes carnivores. Et c'est assez intéressant d'essayer de comprendre pourquoi. Alors c'est un peu tendu en 5 minutes comme ça à la fin de la présentation. Mais en gros, on pourrait se dire comment c'est possible que ces plantes-là, elles n'arrivent pas à trouver des techniques parfaites pour pouvoir à la fois se nourrir, avoir des nutriments, survivre, être compétitives, comme je vous ai dit, et à la fois assurer leur évolution en faisant des fleurs et en faisant des pollinisations. C'est presque le truc le plus important qu'elles devraient faire au cours de leur évolution. Alors comment ça se fait que ce soit pas un truc qui soit complètement carré, complètement parfait et qui marche parfaitement? Bon, en fait, il faut voir l'évolution et l'adaptation pas comme des trucs un peu passés ou fermés ou voilà. C'est des trucs en fait qui sont permanents. Toutes les espèces évoluent en permanence, elles s'adaptent en permanence à l'environnement, etc. Et elles s'adaptent à ce qu'on appelle aux pressions de l'environnement. Et chez les plantes carnivores, les pressions de l'environnement, elles sont très 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 contraignantes. Il faut qu'elles puissent, comme je vous ai dit, se reproduire, mais en même temps, il faut qu'elles puissent accéder aux nutriments et à d'autres sources. Il faut qu'elles attirent des insectes pour les manger, mais d'autres pour la reproduction. C'est un truc très compliqué. Et du coup, plutôt que de voir l'évolution et l'adaptation comme une espèce de truc un peu qui va tout droit dans une direction, comme cette magnifique illustration de Pokémon que j'adore, en fait, il faut voir le truc plus comme une espèce de constellation d'évolution dans plein de sens différents. Et si vous voulez, parfois, répondre à une contrainte ou pousser l'évolution dans un sens, eh ben, c'est quelque chose d'antagoniste à la réponse d'une autre contrainte. Typiquement, comme je vous ai dit, si les plantes carnivores elles voulaient mettre 100% de leur énergie dans la reproduction, elles ne pourraient plus manger, donc elles ne pourraient plus survivre. Mais si elles mettaient toute leur énergie dans la capture des bestioles et dans la carnivorie, elles ne pourraient plus évoluer. Donc en fait, des fois, dans l'évolution, il n'y a juste pas de solution parfaite, et je pense qu'il faut arrêter de croire que, vous savez, tous les organismes sont parfaitement adaptés à leur milieu et tout. C'est pas vrai en fait. C'est juste que l'évolution trouve un peu le meilleur compromis entre toutes les contraintes qui tirent la couette un petit peu dans tous les sens, et donc en fait, les plantes enfin n'importe quel organisme, ils doivent s'adapter à plein de trucs en même temps. Et ils doivent essayer de trouver le meilleur compromis. Et donc, voilà, c'est pas un truc qui va tout droit dans une direction, quoi. Pour terminer, je pourrais vous mettre le lien peut-être dans le chat ou David pourra le mettre, mais j'ai complètement fini. J'ai juste écrit un article là-dessus qui sera peut-être un peu moins brouillon qu'avec ma présentation ici. Donc c'est sur mon site internet, il est ici. Et sur cet article, j'ai aussi enregistré une version audio illustrée que vous pouvez trouver sur YouTube, mais qui est aussi dans l'article ici sur mon site. Et voilà, en gros, c'est un peu tout ce que je viens de dire, mais en plus clair et en plus précis. Et voilà, et du coup, si vous avez la flemme de lire, vous pouvez juste écouter ou regarder la partie audio avec 2-3 illustrations. Et évidemment, si vous avez encore des questions, des trucs comme ça, je suis toujours joignable par mail, où vous pouvez contacter David, ou bref, je pense que vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, et je pense que tout le monde me connaît de toute façon ici. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas, fagophytos@gmail.com, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, et puis évidemment, David, je pouvais pas finir sans le fameux gif de la fin. Une plante carnivore qui c'est ni proie ni pollinisateur pour sa survie, évidemment. Voilà. Merci tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas.